Écoutez, je vais appeler la communication suivante en vous remerciant. Donc, du professeur Florence Huguet, place de la radiothérapie dans les cancers ésophagiques. 15 minutes. Bonjour à tous. Donc, je suis le professeur Florence Huguet, je suis chef de service d'oncologie et radiothérapie à l'hôpital Tenon à Paris. Et donc, je vais vous parler de la place de la radiothérapie dans le traitement des cancers œsogastriques. Donc, face à un patient avec un cancer de l'œsophage, la première question qui va se poser, c'est est-ce que le patient est opérable? Et donc, comme vous le savez, il y a des contre-indications absolues à l'opérabilité du patient, qui sont par exemple une insuffisance respiratoire sévère, une cirrhose décompensée, un infarctus récent, une altération de l'état général trop importante, ou une perte de poids de plus de 20% non récupérée après renutrition. Et puis, on a des contre-indications relatives comme un indice de performance A2, une perte de poids de l'ordre de 15%, une artériopathie sévère ou une cirrhose mais non décompensée. Si le patient est jugé non opérable, à ce moment-là, c'est simple, le standard est une chimioradiothérapie exclusive. De même, si la tumeur est estimée non résécable, c'est-à-dire si c'est une tumeur, par exemple, T4B, c'est-à-dire qui envahit l'arbre trachéobronchique, le nerf récurrent, l'aorte sur plus de 90 degrés ou un corps vertébral, on estime qu'une tumeur de plus de 4 cm de diamètre dans le médiastin suscarinaire est également non résécable, évidemment s'il y a des métastases viscérales ou des adénopathies susclaviculaires ou lombo-aortiques. Là encore, le standard sera la chimioradiothérapie exclusive. Donc, chimioradiothérapie exclusive depuis l'essai de phase 3 du RTOG 8501, dit l'essai ERSCOVIC, qui est un essai ancien maintenant, de 2012, qui avait randomisé 121 patients, essentiellement des patients avec des carcinomes épidermoïdes, entre une radiothérapie seule à une dose de 64 degrés et une chimioradiothérapie à la dose de 50 degrés avec 5-FU cisplatine, et qui avait montré un bénéfice en survie globale en faveur de la chimioradiothérapie. Et donc, depuis, la chimioradiothérapie est le standard thérapeutique dans ces deux situations. Chez les patients opérable avec une tumeur résécable, après chirurgie seule, même après résection R0, le taux de survie global à 5 ans n'est de l'ordre que de 30 à 50%. Et pour les patients N+, ce taux va baisser, va même diminuer à 8% si on a plus de 5 ganglions envahis. Donc, on voit la nécessité d'améliorer ces résultats en combinant la chirurgie avec un autre traitement, que ce soit une chimioradiothérapie, une chimiothérapie, et est-ce qu'elle doit être néoadjuvante ou adjuvante? Donc, c'est les questions auxquelles je vais essayer de répondre. Donc, on a une première méta-analyse qui a été publiée en 2011 qui a repris toutes les études qui comparaient une chirurgie seule à une chirurgie précédée par une chimioradiothérapie néoadjuvante. Et dans cette méta-analyse, il y avait un bénéfice significatif en faveur de la chimioradiothérapie néoadjuvante. On a ensuite deux essais importants qui sont parus après cette méta-analyse. L'essai français de phase 3 de la FFCD, le 9901, qui avait comparé chez 195 patients, essentiellement des carcinomes épidermoïdes et, attention, des stades peu avancés, stades 1 et 2, une chimioradiothérapie néoadjuvante à une chirurgie exclusive. Dans cet essai, il n'y avait pas de différence en termes de taux de résection R0, ni de différence en termes de taux de survie globale à 3 ans. Il y avait 33% de réponse histologique complète dans le bras chimioradiothérapie néoadjuvante, mais la mortalité post-opératoire était également majorée dans ce bras. En parallèle, et Aziz en a déjà parlé, on a eu les résultats de l'essai hollandais de phase 3 CROSS, 366 patients, là plutôt des adénocarcinomes, 80% de cardia et de tiers inférieur, des stades 3, donc des tumeurs plus avancées. Et dans cet essai, donc même design, et là on retrouvait un bénéfice très net en termes de résection R0 et de survie médiane en faveur de la chimioradiothérapie néoadjuvante. Il y avait, vous voyez, 29% de réponse histologique complète, donc c'est tout à fait concordant avec les résultats de l'étude FSCD, mais par contre, là, la mortalité post-opératoire n'était pas majorée avec la chimioradiothérapie néoadjuvante, mais qui était faite à une dose inférieure à celle de l'essai de la FFCD.
Et vous voyez que ce bénéfice se retrouvait à la fois pour les adénocarcinomes, qui étaient les plus nombreux dans cette étude, mais également pour le sous-groupe des carcinomes épidermoïdes. Donc finalement, on se retrouve avec deux essais face à face, avec des résultats divergents, mais qu'ils ne sont finalement pas tant que ça. Et je crois que le message qu'il faut en tirer, c'est que pour les petites tumeurs, les stades 1 et 2, la chimioradiothérapie néoadjuvante n'est pas nécessaire, mais par contre, elle apporte un vrai bénéfice au stade 3, que ce soit pour les adénocarcinomes ou les carcinomes épidermoïdes. On a quelques études plus récentes qui sont venues confirmer ces résultats, notamment l'étude de phase 3 chinois NeoCretec. 451 patients, là, uniquement des carcinomes épidermoïdes, ont retrouvé là aussi un bénéfice en termes de résection R0 et un bénéfice en termes de survie globale de la chimioradiothérapie néoadjuvante. Alors, qu'en est-il de la chimio néoadjuvante? On a cette étude très importante, qui est une étude anglaise, l'étude de MRC, 366 patients, une majorité d'adénocarcinomes, une randomisation entre 5FU cisplatine suivi de chirurgie versus chirurgie seule. On a un bénéfice en termes de résection R0 dans cet essai et également un bénéfice en termes de survie globale. Mais vous voyez que ce bénéfice est significatif uniquement pour les adénocarcinomes et pas pour les carcinomes épidermoïdes. Là aussi, les différentes études de chimiothérapie néoadjuvante ont été reprises dans la méta-analyse de 2011 et on montre que le bénéfice de la chimiothérapie néoadjuvante n'existe que pour les adénocarcinomes et pas pour les carcinomes épidermoïdes. Donc déjà, pour les épidermoïdes, on élimine la chimiothérapie néoadjuvante. Alors, chimioradiothérapie ou chimio néoadjuvante? Donc, on avait cette étude de phase 3 qui est l'étude POET, qui est une étude allemande, qui avait randomisé des patients entre donc, chimiothérapie néoadjuvante et chimio, puis chimioradiothérapie néoadjuvante suivie de chirurgie. Alors, cette étude a inclus uniquement 119 patients sur les 354 prévus. C'était uniquement des adénocarcinomes. Donc, il est difficile d'en tirer vraiment des résultats, mais il n'y avait pas de différence en termes de résection R0, plus de réponse histologique complète dans le bras avec la radiothérapie et a priori une survie globale plus élevée dans le bras avec radiothérapie. Mais encore une fois, voilà, des résultats à prendre avec précaution. On a eu cette étude de phase 2 randomisée, essentiellement des adénocarcinomes, là aussi, 181 patients, qui comparaient, donc cette fois-ci, voilà, chimiothérapie néoadjuvante par 5FU cisplatine versus chimioradiothérapie néoadjuvante. Pas de différence en termes de résection. Une majoration de la résection R0, une majoration du taux de réponse histologique complète, mais pas de différence en termes de survie globale. Et puis donc Aziz vous a déjà parlé des résultats de l'étude NEO-AEGIS, uniquement des patients avec des adénocarcinomes, comparaison entre une chimioradiothérapie périopératoire de type MAGIC ou FLOT ensuite après l'amendement de cet essai, ou une chimioradiothérapie de type CROSS. Et dans cet essai, on a une augmentation du taux de résection R0 là aussi avec la radiothérapie, une augmentation du taux de réponse histologique complète, mais pas de différence en survie globale. Je rappelle que c'était un essai de non-infériorité. Alors là aussi, quand même, attention, quand on lit l'essai en détail, le design, en tout cas les objectifs statistiques ont été changés 3 fois pendant l'essai, ce qui est quand même toujours un peu suspect. Alors, on a parlé donc de chimioradiothérapie préopératoire, qui est donc clairement une option pour les stades 3, mais qu'en est-il de la chimioradiothérapie préopératoire par rapport à la chimioradiothérapie exclusive? On a vu qu'il y avait au moins 30% des patients qui avaient une réponse histologique complète. Est-ce qu'il faut opérer tous les patients? Donc, on a un premier essai qui a posé cette question, qui est un essai allemand, l'essai de Stahl, qui a été publié en 2005, il y a un moment maintenant, et qui avait comparé chez 172 patients, tous avec des carcinomes épidermoïdes, une chimioradiothérapie précédée d'ailleurs d'une chimiothérapie suivie de chirurgie versus un traitement exclusif. Dans cet essai, vous voyez qu'il n'y avait pas de différence en termes de survie globale ou de survie sans progression et que le taux de mortalité à 3 mois était inférieur dans le bras de traitement exclusif sans chirurgie. C'était un essai
pardon, de non-infériorité, et donc qui était positif en termes de non-infériorité, donc la chimioradiothérapie exclusive était non inférieure. Et puis, on a eu l'essai de la FFCD, le 9102, phase 3. Là, il y avait quelques adénocarcinomes quand même dans cet essai, 444 patients. Les patients avaient une chimioradiothérapie. Ils étaient ensuite randomisés entre une chirurgie ou la poursuite de cette chimioradiothérapie. Donc, c'est un essai ancien, il pouvait y avoir un traitement en split course. Et vous voyez que là également, on n'a pas de différence en termes de survie, on n'a pas de différence en termes de contrôle local, mais on a une mortalité à 3 mois qui est moins importante dans le bras de traitement de chimioradiothérapie exclusif. Et puis donc, voilà, la question de l'immunothérapie adjuvante, mais là encore, ça a déjà été présenté par Aziz, donc je vais passer rapidement. Mais donc, le bénéfice chez les patients ayant eu une chimioradiothérapie préopératoire et ayant un résidu tumoral, qui sont donc pas en réponse histologique complète, de l'ajout d'une immunothérapie adjuvante par nivolumab, et là aussi, bénéfice retrouvé, quel que soit le type histologique. Donc finalement, si on reprend les guidelines de l'ESMO qui ont été mis à jour en 2022, on va différencier la prise en charge des carcinomes épidermoïdes et des adénocarcinomes. Finalement, pour les carcinomes épidermoïdes, on va avoir 2 options. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure dans le cas clinique d'Aziz, qui va être soit une chimioradiothérapie néoadjuvante suivie d'une chirurgie et éventuellement de nivolumab en adjuvant en absence d'une réponse histologique complète, ou une chimioradiothérapie exclusive avec éventuellement une chirurgie de rattrapage. Pour les adénocarcinomes, alors là, on a vraiment 2 options, soit une stratégie donc de chimiothérapie périopératoire de type FLOT, soit une chimiothérapie néoadjuvante suivie d'une chirurgie et éventuellement de nivolumab en adjuvant. En conclusion, donc pour les carcinomes épidermoïdes, on a dit chimioradiothérapie préopératoire exclusive. Pour les adénocarcinomes, chimioradiothérapie préopératoire ou chimiothérapie périopératoire. Il y a clairement un apport de l'immunothérapie en adjuvant. On a donc encore assez peu de données sur l'immunothérapie périopératoire ou néoadjuvante. Alors, je n'ai pas développé parce que voilà, je pensais que je n'avais pas le temps, mais il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites récemment, notamment sur la question de la dose de radiothérapie optimale pour les cancers de l'œsophage avec des études d'escalade de dose. Il y a eu 3 essais de phase 3 d'escalade de dose pour passer de 50 à 60 ou 66 degrés qui sont tous négatifs. La question qui s'est posée aussi, c'est la question de la chimiothérapie concomitante à la radiothérapie. On est passé du classique d'Erskovik au 5-FU-cisplatine avec ensuite un essai français qui a montré que le Folfox était équivalent. Et dans l'essai CROSS, c'est le Taxol carboplatine qui est utilisé. Clairement, la grande avancée ces dernières années en radiothérapie, c'est les progrès techniques avec l'apparition de la radiothérapie avec modulation d'intensité qui permet de diminuer la dose reçue par le cœur, les poumons et donc de diminuer la toxicité, notamment tardive pour ces patients. Et la protonthérapie paraît particulièrement intéressante pour les cancers de l'œsophage et est à l'étude actuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Florence. En fait, la question qu'on a souvent, c'est voilà, on a un épidermide de l'œsophage. Est-ce qu'on part vers une radiochimio pré-op suivie d'une chirurgie ou vers une radiochimiothérapie exclusive? Donc, quand le patient n'est pas opérable, en très mauvais état général, la question ne se pose pas. Quand le patient est en bon état général, qu'est-ce qui décide? C'est le chirurgien, c'est le radiothérapeute ou c'est le patient? C'est une discussion qu'on a souvent avec Thibaut Boron présent ici. Le problème, c'est que je trouve que c'est très difficile, avant tout traitement, de se dire c'est sûr que ce patient pourra être opéré, parce qu'on a des patients dont l'état général va, par exemple, se dégrader pendant le traitement préopératoire, ou finalement avoir une extension qui est un peu plus importante que ce qu'on pensait. Donc, entre la dose de radiothérapie préopératoire, qui est celle de CROSS, qui est de 41,4 degrés, et la dose validée en chimioradiothérapie exclusive, qui est maintenant de 50 degrés, puisque tous les essais d'escalade de dose sont négatifs, il y a vraiment peu de différence. Il n'y a aucune différence en termes de morbidité post-opératoire.
Donc, notre attitude, c'est de faire, dans l'immense majorité des cas, sauf jeunes patients marathoniens, enfin, vraiment exception, c'est de faire 50 grès à tout le monde. Parce que comme ça, si finalement Thibaut derrière me dit eh ben non, je ne vais pas pouvoir l'opérer, il a au moins eu la dose curative. Il va avoir eu un traitement exclusif. C'est logique. Guillaume, tu en penses quoi, toi? On en a déjà parlé avec Guillaume aussi, je crois. C'est une question très compliquée. Il y a un essai international qui essaye de répondre à cette question pour les épidermoïdes, donc de randomiser d'emblée les patients entre radiochimio adjuvante, chirurgie et immunothérapie versus radiochimio exclue et chirurgie de rattrapage. C'est l'essai NEEDS et qui va bientôt ouvrir en France, parce qu'on est en train d'avoir les autorisations pour essayer de répondre à cette question difficile. Après, je suis d'accord avec Florence que quand on a un doute, il vaut peut-être mieux mettre le malade en exclusif. Mais après, le troisième point de discussion, c'est l'étude Sano, qui n'est pas encore publiée, mais qui a été communiquée à l'ESMO, où les Hollandais ont fait du néoadjuvant et de la préservation d'organes derrière, et où ils montrent que finalement, alors il y a beaucoup d'adénoca dans cette étude, et puis elle n'est pas encore publiée, mais qui montre aussi que finalement, si on est parti sur un néoadjuvant et que le patient est très altéré après la radiochimio, moi, les résultats de cette étude, voilà, je me dis, finalement, voilà, je peux éviter les 50 grès. Les 50 grès, quand même, il y a des études, alors il faudra venir cet après-midi pour les voir, mais des études qui montrent quand même qu'il y a quand même un peu plus de casse quand on fait du 50 grès et de la chirurgie différée. Voilà. Ça reste faisable. Mais il y a plusieurs études qui montrent un peu plus de morbidité, un peu plus de fistules anastomotiques. Pour moi, c'était au-dessus de 60 grès, pas 50. Il y a des études là avec 50 grès qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Donc, Alors, il y a une étude chinoise qui, au contraire, a été présentée récemment, mais n'a pas été encore publiée, qui montre qu'ils avaient même moins de morbidité post-opératoire à 50 qu'à 41,4. C'est les Chinois, je suis désolée. À 50 grès, on a quand même quelques difficultés opératoires en général. Hein. Je voulais vous poser deux questions. C'est qu'est-ce qu'on sait des complications à long terme de la radiothérapie? C'est-à-dire les patients qui ont bénéficié d'un traitement curatif avec des fortes doses dont on parle. Et donc, qu'est-ce qui deviennent ces patients à 10 ans en termes de fonction cardiaque, de fonction respiratoire? Alors déjà, s'ils sont vivants à 10 ans, on est content. Oui, alors ils ne sont pas nombreux, mais ils existent quand même. Il n'y en a quand même vraiment pas beaucoup. Le risque majeur, c'est la sténose œsophagienne. C'est la sténose radique des patients qui ont été traités en exclusif. Et c'est ça qui va avoir un impact important sur la qualité de vie des patients. On est obligé de les dilater régulièrement, voire parfois de leur mettre des prothèses. Après, avec les techniques d'irradiation actuelles, en termes cardiaques et pulmonaires, on n'a quasiment plus rien. Ce n'était pas le cas avec les techniques anciennes. En plus, au fur et à mesure des années, on a quand même réduit nos volumes d'irradiation. Et donc, on n'a plus ces problèmes-là. C'est vraiment la sténose radique, c'est ce qui domine. Et alors, deuxième question, est-ce que l'analyse radiologique des lésions, après un traitement par chimio-radiothérapie, est aussi facile que lorsqu'on fait de l'imagerie de première intention? J'ai cru comprendre que, par exemple, pour le rectum, l'analyse était un peu plus complexe pour prendre des décisions, pour juger de l'envahissement pariétal. Alors, pour les cancers de l'œsophage, c'est quand même essentiellement une évaluation endoscopique avec des biopsies. Parce que l'imagerie et le scanner apprécient quand même vraiment difficilement l'invasion de la paroi. Donc, c'est vraiment surtout de l'endoscopie. Merci. Oui. Alors, il y a d'autres questions, parce qu'il y a une pause qui est prévue. Ah, il y a une pause. Il y a peut-être encore des questions. Bon, on suspend? Oui, alors il y a une petite pause de 10 minutes là, pour les mails, les SMS, les machins. Donc, il y a quelque chose à boire. Et puis ensuite, on entendra Madame Pal, c'est ça? D'accord. Et puis Thierry André. OK. Voilà.